Bonsoir mesdames et messieurs, il est 22 h, merci de nous rejoindre pour ce bulletin d'information de ce lundi 6 novembre. Voici les principaux faits de l'actualité. Djibouti se classe 10e parmi les pays les plus performants. C'était donc les titres. Merci à vous de nous rejoindre. Le Premier ministre Abdourader Kamil a parrainé aujourd'hui une réunion d'information et de sensibilisation sur les efforts accomplis par le gouvernement djiboutien pour améliorer le climat des affaires et attirer les investisseurs. Un document appelé Doing Business s'est émis par un organisme spécialisé de la Banque mondiale sur les performances de l'État en matière économique et commerciale, classe Djibouti parmi les 10 premiers pays qui ont su engager les réformes nécessaires pour booster leur économie. Djibouti fait ainsi partie des pays qui répondent aux indicateurs et réglementations de cet organisme. Doing Business est un rapport de la Banque mondiale qui analyse et évalue annuellement les activités commerciales des États membres. Le rapport a été récemment publié. Les hauts responsables concernés donc ont pris part à cette rencontre, dont le ministre des Investissements, le ministre du Budget, le ministre du Commerce, le ministre de la Communication, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Était également présent le secrétaire général du gouvernement, les diplomates en poste à Djibouti ainsi que de nombreux hommes d'affaires. Fin mai 2017. Sur les réformes qu'aujourd'hui Djibouti et nous-mêmes nous en réjouissons. Je parle de la réforme ou de la mise sur pied du partenariat public-privé, qui était la première, présidée par le chef de l'État, qui a donné un succès sur les avancements des travaux et que nous espérions qu'il y ait des consécrations. Et nous allons donc revenir sur cette cérémonie donc, qui a eu lieu ce matin, parrainée par le Premier ministre avec Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Donc Djibouti a entrepris d'énormes réformes en matière économique et commerciale pour appuyer notamment l'investissement et la transparence dans le monde des affaires. Fardous. En effet, donc Ahmed, comme vous le dites, on est passé de la 27e place à la 10e place selon un document donc, de la Banque mondiale, le Doing Business. La République de Djibouti a ainsi gagné 17 places au classement de l'année dernière. Il est dit donc indicateurs de performance sont, je les cite, la facilité à aider les entreprises à s'installer et à faire des affaires dans notre pays, l'obtention d'un permis de construire, alors faciliter ainsi le raccordement électrique en passant donc par les connexions annexes aux télécommunications. Également donc le transfert de propriété, l'obtention d'un prêt, la protection des investisseurs, le paiement des impôts, le commerce transfrontalier, l'exécution des contrats et les règlements de l'insolvabilité. La création ainsi d'un guichet unique pour faciliter cette installation Ahmed, rapide d'une quelconque entreprise a permis ces bonnes notes. Sous ces critères donc explique ce bon classement de la République de Djibouti qui œuvre donc pour faciliter les affaires et attirer en même temps les investisseurs, notamment donc avec la mise en place d'un arsenal juridique rassurant donc et incitant ainsi à investir chez nous. Merci Fardous pour toutes ces explications. Et par la suite, le ministre en charge des investissements, Ali Ghella Oubakar, a indiqué que le gouvernement s'est toujours soucié à améliorer le climat des affaires pour soutenir notamment la croissance et la bonne gouvernance. On l'écoute. À mettre en exergue l'évolution positive, les réformes engagées et le nouveau chantier à mettre en œuvre afin d'améliorer le climat des affaires et la compétitivité économique de la République de Djibouti. Vous me permettrez d'adresser mes plus vifs remerciements et mes salutations à nos partenaires au développement ici présents, et plus particulièrement au groupe de la Banque mondiale qui nous appuie et accompagne dans le processus de mise en œuvre des réformes. Distingués invités, ce rapport de notation de la Banque mondiale a classé la République de Djibouti à la 154e position sur un total de 190 pays. À l'issue de ce classement, la République de Djibouti a connu une progression de 17 places
par rapport à l'année 2017 et se hisse parmi les 10 pays les plus réformateurs de l'année, enregistrant au passage le meilleur progrès pour la région MENA. Cette cérémonie est une importance capitale car elle constitue pour nous l'appréciation à sa juste valeur des efforts consentis par tous les partis dans l'amélioration du climat des affaires en République de Djibouti. Et pour sa part, le Premier ministre Abdelkader Kamil a précisé que depuis une quinzaine d'années, Djibouti connaît un taux de croissance appréciable. Il a toutefois soutenu que les efforts du gouvernement doivent être poursuivis. Nous l'écoutons. La volonté du gouvernement est d'améliorer la bonne gouvernance afin que le développement engagé par le chef de l'État soit durable. En effet, la croissance est depuis une dizaine d'années forte et incontestable. Les effets sont visibles et les chiffres le confirment. Le taux de la croissance économique est nettement supérieur au taux de croissance démographique. Il est donc important que soient mis en œuvre tous les éléments pour que les fruits de la croissance puissent profiter à toute la population. Et c'est ça la volonté du gouvernement. Les actions de solidarité nationale en sont les moyens. Les actions pour améliorer la bonne gouvernance en sont un autre. Parmi ces dernières se situent les réformes administratives et notamment celles qui nous concernent aujourd'hui. Les réformes pour créer des emplois. Ceci se situe au cœur des préoccupations du gouvernement. Le document qui est présenté aujourd'hui est donc important pour notre pays. Et à l'issue de la cérémonie, notre équipe qui était sur place a pu recueillir quelques réactions des participants. Et nous écoutons. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est que Djibouti est en train de réformer. Réformer pour qu'il y ait plus d'entreprises créées. Et c'est ça qui va créer de l'emploi. Parce que c'est le secteur privé qui va créer de l'emploi. Et dans le cadre de ce rapport Doing Business, qui est un rapport mondial, où tous les pays compétissent, Djibouti, en 6 mois de travail, suite aux instructions de M. le Président de la République, s'est mis au travail, les équipes au niveau du gouvernement, des administrations. Et le rang, Djibouti qui était à un rang de 171e place mondiale est maintenant à 154 mondiale. Ce qui veut dire que si cette tendance se poursuit les prochaines années, Djibouti va être parmi les premiers dans le monde. Pourquoi pas? Et il faut avoir cet objectif. Également dans l'actualité, la délégation parlementaire conduite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, poursuit donc ses contacts avec les populations des régions de l'intérieur. Après les régions du sud, elle a été en déplacement cette semaine à Obok et à Tadjoura. Et à Obok, donc, le président de l'Assemblée nationale, accueilli par le préfet Hassan Dabalé et le président du conseil régional, a réaffirmé donc à cette occasion ses convictions que les populations doivent se prendre en charge avec l'appui des conseils régionaux qu'elles ont élus. Et donc lors de cette réunion donc, qui s'est tenue au conseil régional de la région d'Obok, plusieurs représentants de la société civile, des Oukal, des notabilités, des représentants des associations des femmes ainsi que les parlementaires de la caravane parlementaire ont donc pris part à cette réunion et lui ont expliqué donc aux populations l'importance de cette caravane. Sur le fonctionnement de la décentralisation dans ses différents aspects. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous, en mission d'information portant sur l'état de transfert des compétences. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un atelier portant sur la décentralisation entre élus locaux, élus nationaux et membres de la société civile. Nous entamons nos travaux de caravane parlementaire et effectuons une première prise de contact officielle entre nouveaux élus locaux et élus nationaux.
Et en marge donc de cette réunion, une autre réunion donc de concertation a eu lieu également. Cette fois-ci, elle a rassemblé l'ensemble des participants qui ont pu échanger sur les diverses activités effectuées ainsi que les défis à relever en vue d'une décentralisation effective. D'autre part, les chefs coutumiers ainsi que les locales et les porte-voix de la société civile ainsi que les responsables des différents services déconcentrés ont demandé donc prioritairement au président de l'Assemblée nationale d'appuyer et de suivre leurs doléances au niveau du gouvernement et de transmettre leur message au chef de l'État. En effet, les représentants de la population d'Obok et les autorités ont d'une part soulevé la question du chômage auquel font face de nombreux jeunes. D'autre part, les représentants de la population ont obtenu donc l'assurance du président Ahmed pour que soit levé le barrage militaire temporaire imposé pour des raisons de sécurité et qui semble alourdir la libre circulation des citadins. Et dans son message, le président Ahmed a exhorté donc les jeunes et moins jeunes ainsi que les femmes à participer aux efforts de développement aux côtés de l'État. Selon lui, il ne faut plus adopter une position attentiste mais participer aux efforts de développement et de construction. Pour le président de l'Assemblée nationale, l'État-providence ne peut perdurer. Une fausse idée donc s'est répandue selon lui auprès de la population qui pense à tort que l'État c'est uniquement les officiels. Pour le président Ahmed, les mentalités doivent changer aujourd'hui. L'État est aussi représenté par une société civile active, par ces hommes et femmes dévolus à la cause nationale. Il a plaidé pour plus de civisme dans l'entretien notamment des biens publics, des voies de communication, des centres de soins et des écoles. Ils sont les biens de tous, a-t-il insisté. Il a indiqué que plus de moyens ont alloué donc aux conseils régionaux. Les élus de ce conseil ont été choisis de manière démocratique et non pas désignés. Sous la présidence de l'honorable Charmaké Moussa Aré, la commission des finances, de l'économie générale et du plan a examiné donc hier dans la salle de commission de l'Assemblée nationale le projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2016. Le gouvernement était représenté par le ministre du budget, Bodi Ahmed Roblé, accompagné des hauts responsables des différents départements de son ministère. Outre les membres de la commission des finances, de nombreux parlementaires ont participé donc à la réunion et suite à un long débat, les commissaires ont donné leur aval pour transmettre ce projet de loi à la prochaine plénière. Tout a été examiné au niveau des dépenses et au niveau des recettes. Donc plusieurs questions ont été soulevées et a été examiné. Donc finalement la commission a donné un avis favorable pour la transmission. Et ce communiqué qui nous est parvenu du ministère des Affaires étrangères et qui exprime sa ferme condamnation du lancement par les milices Houthi samedi soir d'un missile balistique qui a ciblé la ville de Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite. Le ministère des Affaires étrangères a estimé donc dans ce communiqué publié hier que cette attaque criminelle contre la ville de Riyad confirme donc hors de tout doute la poursuite par les milices Houthi de leurs actes criminels visant à saper la sécurité et la stabilité dans le cadre d'une vaste conspiration contre l'État saoudien et les citoyens. La République de Djibouti a considéré que cette attaque constituait un défi à la volonté de la communauté internationale et aux efforts déployés pour résoudre la crise yéménite. Le communiqué donc a exprimé l'appui et la pleine solidarité de notre pays avec le Royaume et la direction de l'Arabie saoudite dans toutes les mesures prises pour préserver sa sécurité et sa stabilité. En nouvelle nationale toujours, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf, a reçu hier une délégation conduite donc par l'ambassadeur Teshemo Toga, ambassadeur d'Éthiopie en Belgique. Cette délégation composée de 4 ambassadeurs est à Djibouti pour une visite de travail officielle auprès de l'IGAD. Accompagné donc du secrétaire exécutif de l'IGAD, Mahboub Mouallin, la délégation comprenait respectivement l'ambassadeur de l'Éthiopie, l'ambassadeur du Kenya, l'ambassadeur de la Somalie et enfin notre ambassadeur en Belgique. À noter que ces diplomates sont accrédités en Belgique et représentent leur pays auprès de l'Union européenne. L'entretien s'est déroulé dans un climat de confiance et a porté essentiellement sur les questions des relations d'amitié et de coopération de ces pays de la région de l'Afrique de l'Est et les moyens de les renforcer davantage. Et dans ce contexte, plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés, entre autres le renforcement des capacités opérationnelles de la
AMISOM, le rôle positif joué par l'IGAD dans la région et enfin la situation politique et sécuritaire en Somalie. A rappeler que le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et le directeur Moussa Ali Megag ont pris part à cette rencontre. Dans le cadre des travaux de la 39e session de la conférence générale de l'UNESCO qui se déroule à Paris, la délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'Éducation nationale Moustapha Mohamed Mahamoud et le président donc de la Commission nationale pour l'éducation entame donc la phase finale de sa mission qui s'achève avec l'intervention du président de la Commission nationale lors du débat de politique générale. Cette visite de travail avait été ponctuée par des événements parallèles en consistant en des tables rondes et des réunions sur des thèmes aussi variés que celle de la promesse de l'éducation, regard croisé sur les objectifs et les challenges, ou celle portant sur l'océan dont nous avons besoin pour l'avenir que nous voulons. De même, en marge de ces participations, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed, a eu des entretiens particuliers avec la directrice générale sortante, Irina Bokova, et toujours au siège de l'UNESCO à Paris, le ministre a été reçu par la nouvelle directrice générale, Audrey Azoulay. Le ministre a félicité pour sa brillante élection et exprimé sa confiance en ses qualités et compétences pour relever les défis qui l'attendent. Et lors de cet entretien, les échanges ont porté notamment sur les projets en chantier et les perspectives de collaboration futures. Et au terme de cette mission, le ministre de l'Éducation nationale Moustapha Mohamed a du haut de la tribune de l'UNESCO prononcé un important discours de déclaration nationale à l'endroit des participants à cette 39e session. Le ministre a porté la voix de Djibouti en éclairant le positionnement de Djibouti dans toute sa plénitude. Nous l'écoutons. Au nom du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, au nom des membres de la délégation djiboutienne et en mon nom propre, de vous exprimer à l'occasion de la 39e session de la conférence générale de l'UNESCO le vœu de succès à l'endroit de toute l'équipe dirigeante et de féliciter et d'encourager tous ceux qui, chaque jour, œuvrent à réaliser l'ambitieux objectif qui vise à construire la paix dans l'esprit des femmes et des hommes à travers l'éducation, la science, la culture et la communication. Vous me permettez également, à l'entame de mon intervention, de rendre un hommage appuyé à Mme Irina Bokova pour avoir accompli avec succès sa mission au sein de notre institution. En dépit des difficultés budgétaires, soyez-en remerciés. Mesdames et Messieurs, la République de Djibouti tient à féliciter de vive voix Mme Azoulay pour sa brillante campagne et son élection. Aussi, en ma qualité de président de la Commission nationale djiboutienne pour l'UNESCO, je souhaiterais partager avec vous les sentiments de fierté qui m'animent au regard de l'excellente relation qui existe entre mon pays et l'UNESCO. Nul besoin de réaffirmer que la collaboration avec l'ensemble des ministères et des organisations non gouvernementales associées intéressées par le programme de l'UNESCO demeure très étroite et très active. Cette confiance est favorisée par une approche concertée et une dynamique d'échange qui ont abouti au bon déroulement des actions essentielles pour le devenir de la population est-africaine et du bureau régional de Nairobi. Ainsi, je peux évoquer la conférence sur l'enseignement supérieur et la recherche placée sous le thème « La qualité et les défis futurs pour l'Afrique de l'Est et l'océan Indien » accueillie par mon pays en mai 2017. Également dans l'actualité, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Amrié, a reçu ce lundi l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti, Fu Huaqiong. Cet entretien donc avait pour objet d'étudier les voies et moyens de renforcer la coopération dans le domaine du travail avec les sociétés chinoises installées à Djibouti. Et pour ce faire, le ministre djiboutien du Travail a fait part de sa volonté de faire profiter les jeunes djiboutiens des opportunités d'emploi. Il était donc question d'explorer avec le diplomate chinois et son proche conseiller les opportunités d'embauche que pourraient offrir les sociétés chinoises, mais aussi la base militaire chinoise. Et au centre des discussions aussi le transfert de compétences pour la main-d'œuvre djiboutienne pour les postes demandant des qualifications spécifiques. Et à l'issue de cet entretien, les deux parties se sont entendues à renforcer davantage leur partenariat afin de faire profiter pleinement les Djiboutiens dans le cadre donc de l'augmentation des investissements chinois dans notre pays. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a participé le 4 novembre dernier au Forum international de la jeunesse à Sharm el-Sheikh en Égypte.
Placé sous le parrainage du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, le forum a vu la participation de plus de 3000 jeunes, de dizaines de ministres de la jeunesse, de plusieurs grandes ONG, de diplomates onusiens ainsi que des autorités civiles, militaires et religieuses. Le forum avait pour objectif la mobilisation et la sensibilisation générale à l'échelle planétaire pour la lutte contre le réchauffement climatique, la protection de la biodiversité, la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine. En marge de ce sommet, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a rencontré son homologue soudanais Abdelkarim Moussa Abdelkarim, ministre de la jeunesse, avec lequel il a discuté des voies et moyens de promouvoir l'épanouissement de la jeunesse. Une première à Djibouti avec la création d'une société de location de voitures. La société de location de voitures a été officiellement donc inaugurée ce matin à l'aéroport de Djibouti où elle aura son siège. Il s'agit de la société Hertz qui revient à Djibouti sous la franchise des Zen Holding dirigée par un jeune entrepreneur djiboutien en la personne de Seri de Guélé. La société de location ambitionne donc de mettre à disposition des passagers et des touristes qui viennent à Djibouti toutes les marques de voitures. Les clients auront la possibilité de reverser à l'avance leur voiture et le retour donc de la société Hertz sous la franchise Zen Holding est le résultat de la politique d'ouverture économique initiée par le président de la République. Et lors de l'inauguration, le jeune entrepreneur Seri de Guélé a précisé que la société Hertz répond à un besoin du marché avec à la clé des créations d'emplois pour les jeunes djiboutiens. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, une forte délégation conduite par le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, et du représentant du HCR à Djibouti, s'est dirigée donc hier vers la ville d'Ali Sabié. Cette délégation était composée des hommes et des femmes représentants venus des différents pays bailleurs de fonds sur la question des réfugiés, notamment l'Australie, les États-Unis, l'Irlande, la Belgique, le Danemark, le Luxembourg, la Finlande, le Suisse, le Canada, l'Angleterre et enfin l'Allemagne. Cette délégation a rencontré en premier lieu le préfet donc de la ville d'Ali Sabié, Mohamed Ouabri, qui a d'emblée expliqué aux représentants des pays donateurs l'épaulé donc qu'il donne à l'ONARS dans la gestion des camps des réfugiés, tant au niveau de sécurité dans cette ville, mais aussi au niveau des services socio-économiques, tout en rappelant que les deux plus grands sites donc des réfugiés, à savoir Ali Adé et Holhol, se trouvaient dans la région d'Ali Sabié. La délégation s'est par la suite entretenue avec le sous-préfet de la région qui leur a expliqué les services que la sous-préfecture offre à ces réfugiés, savoir la délivrance des actes de naissance pour le nouveau-né qui naissent dans ces camps. Et ensuite, la sous-préfecture donc, cette délégation guidée par le secrétaire exécutif de l'ONARS a fait le tour au camp donc Ali Adé où se déroule actuellement l'opération de vérification des réfugiés et demandeurs d'asile. Ces ressources, il a toujours bien voulu partager ces ressources avec la communauté des réfugiés. Donc le moment est venu pour que les populations hautes qui ont été les premières à accueillir les populations réfugiées aussi bénéficient des contributions des donateurs. Et de là, nous passons à l'actualité régionale et internationale avec Ali Abdillahi. Bonsoir Ali. Bonsoir Ahmed. Donc nous allons dans un premier temps nous rendre au Yémen où des forces de sécurité donc yéménites ont affirmé avoir mis fin donc ce lundi à une attaque à Aden revendiquée par le groupe État islamique, suivie par une prise d'otages au prix de combats ayant fait 23 morts dans leur rang. Ali. Le QG donc de la brigade criminelle d'Aden, grande ville du sud du Yémen, avait été donc pris d'assaut hier par des djihadistes qui ont réussi à entrer dans le bâtiment, à y mettre le feu, à prendre un nombre indéterminé d'otages dont 2 policières qui ont été exécutées par balle. Au total, 23 membres des forces de l'ordre ont été tués dans l'opération. Les forces de l'ordre ont tenté à 3 reprises durant la nuit de reprendre le bâtiment et à chaque fois un kamikaze s'est fait exploser, les empêchant donc à progresser. Un 4e kamikaze s'est fait exploser ce matin, mais les forces de sécurité ont finalement mis fin à la prise d'otages. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le conflit au Yémen a fait depuis mars 2015 plus de 8650 morts et quelques 58 000 blessés, dont de nombreux civils.
Alors que donc dans 196 pays sont réunis donc à Bonn en Allemagne pour la COP 23, Ali, une étude montre que l'année 2007 est en passe de devenir l'année la plus chaude jamais enregistrée hors El Niño. Un nouveau constat donc scientifique qui sonne comme un nouveau cri d'alarme. 2017 s'apprête donc à devenir l'année la plus chaude jamais recensée si l'on exclut les années où El Niño a sévi. C'est l'Organisation météorologique mondiale qui l'annonce dans un bilan publié en marge de la COP 23. La conférence est ouverte à Bonn en Allemagne sous la présidence du chef du gouvernement fidjien Frank Bainimarama, qui a appelé à agir urgemment contre le réchauffement planétaire. 196 pays sont réunis jusqu'au 17 novembre, y compris les États-Unis, dont le retrait de l'accord sur le climat interviendra dans 3 ans. Objectif, donc, rediscuter des engagements pris par chaque pays, alors que l'on sait d'ores et déjà qu'ils seront insuffisants en l'état et préciser les règles d'application. Et enfin, donc, la Russie muscle son dispositif face à la menace terroriste à l'approche de la Coupe du monde de football qui aura lieu à Moscou. Ce pays donc est touché par plusieurs attentats alliés au cours des derniers mois et ciblé par les djihadistes pour son engagement notamment en Syrie. Si l'on dénombre donc les nombres des attentats, 16 morts dans un attentat à la bombe dans le métro à Saint-Pétersbourg, c'était en avril 2017, 7 personnes poignardées dans une attaque revendiquée par l'organisation État islamique à Surgout en Sibérie, c'était en août 2017, sans compter les nombreuses cellules de l'État islamique que le service de renseignement russe annonce régulièrement démantelées à travers le pays. Alors que se profile la Coupe du monde de foot du 14 au 15 juillet 2018, la menace d'attentat en Russie est très réelle. À 7 mois de cette compétition internationale, les mesures renforcées de sécurité sont déjà visibles et sont bien acceptées par la population dans un pays qui a payé un lourd tribut au terrorisme. En mai 2017, le président russe Vladimir Poutine a en outre signé un décret sur les mesures de sécurité renforcées pendant la Coupe des Confédérations et la Coupe du Monde en vigueur en juin 2017 et qui sera à nouveau du 25 mai au 25 juillet 2018. Merci Ali pour toutes ces explications. Et pour clore cette édition, en Chine, un pont en verre suspendu à plus de 1000 mètres du sol. Attention, ce n'est pas tout, ce pont réserve une surprise. Une nouvelle attraction touristique en Chine propose une expérience doublement forte en sensations. Un pont de verre a été installé, perché à plus de 1000 mètres du sol, sur les somptueuses falaises de la face orientale des montagnes dans la province d'Aibei, dans le nord du pays. Les touristes évoluent donc sur ce tapis transparent de 2 mètres de large et 266 de long, ce qui en soi est déjà impressionnant. Mais de plus, certaines dalles de verre réservent une surprise. Elles donnent l'impression de se fissurer lorsque les pieds se posent dessus. L'effet est saisissant. Et au début du mois d'octobre dernier, la vidéo d'un guide touristique pris d'une peur panique quelque peu surjouée était devenue virale. Cette plaisanterie donc a fait l'objet de très nombreux commentaires négatifs sur Weibo, l'équivalent chinois de Twitter. Certaines personnes ont par exemple avancé que ce canular pourrait provoquer des crises cardiaques, et face à cette levée de bouclier, les autorités de la région se sont excusées tout en indiquant que les fameuses dalles resteront en place. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne soirée.